L'installation du micro toujours un peu chaotique. Hein. Écoutez, il n'y a pas de budget ici pour le moment. Hein. J'attends qu'une marque de micro me sponsorise. Hein. Il va falloir beaucoup plus travailler pour ça, je pense. Bonjour. C'est un petit retour sur YouTube. Je vais essayer d'être un peu plus assidu. Alors aujourd'hui, je reprends les vidéos YouTube. MDR, on dirait ça fait 10 ans que je fais ça alors que j'en ai juste posté 3. Mais c'est un début quand même, avec l'analyse d'un défilé d'une marque que j'adore qui est Namilia, qui a défilé à la dernière Fashion Week de Berlin, Spring Summer 25. Je sais pas pourquoi je mets mon bras comme ça. C'est parce que je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là, dans ma poche, in the pocket. Brian is in the pocket. Donc la collection s'appelle Good Girl Gone Bad. Ouh, méchante fille. Donc c'est un défilé qui a su faire parler de lui pour une raison principale qui est ce t-shirt où il y a écrit I love Ozempic. J'en ai déjà parlé sur Instagram, mais pour la faire courte, ce slogan fait référence au scandale de l'Ozempic. L'Ozempic c'est un médicament pour les diabétiques qui a été détourné par beaucoup de gens, notamment des célébrités, pour maigrir. On en est là. Mais à tel point qu'il y a eu des pénuries. Hein. Enfin bon. Il y a plein d'autres choses super intéressantes à analyser dans cette collection et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors déjà pour mettre un peu de contexte, Namilia c'est une marque qui a été créée en 2015 par Nanli et Emilia Pfolf. Vous m'excuserez la prononciation certainement douteuse de ces prénoms. Foll. Le slogan de la marque c'est Fashion is political. En français, la mode est politique. Alors ça veut dire beaucoup. Parce que ça veut dire que leur approche de la mode, elle est politique et engagée. C'est-à-dire qu'au-delà de faire des vêtements, au-delà de faire une recherche de style, au-delà de faire du beau, au-delà de faire de la forme, ils s'engagent à questionner, traiter des questions politiques et des questions de société. Et donc l'identité créative de leur marque, elle est vraiment basée sur ça. Et en général, leur problématique, elle tourne autour de la représentation de la masculinité et de la... La représentation de la masculinité et de la féminité, la représentation de genre, la sexualité, les travers de l'industrie de la mode et plein d'autres sujets à polémique. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'à chaque collection, il y a un sujet qui est très clair, qui est défini et qui est traité. Et ça, vraiment, aujourd'hui, c'est rare, quoi. Que les 3/4 des marques qui font des vêtements juste parce que c'est beau, alors c'est très bien, il en faut, hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi c'est pas ce qui m'excite quoi dans la mode. J'aime bien quand il y a des sujets qui sont traités et qui s'incarnent à travers les formes, à travers la DA du vêtement quoi. Ou je sais pas, au moins le spectacle du défilé, ne serait-ce que ça. Et donc toute cette identité créative, elle est couplée à une esthétique très sexuelle, très décomplexée et provocatrice. Pour vous donner une idée, je vais vous donner les noms de quelques collections qu'il y a eu auparavant. On a My Pussy, My Choice, iconique. Je ne ferai pas la traduction parce que je pense que vous savez ce que ça veut dire. Cruising Utopia, The Then and There of Queer Futurity. C'est le titre d'un bouquin d'un mec qui a fait une exploration littéraire à propos de la sexualité queer. Ils en ont fait le titre d'un défilé. Et Cruising Utopia, le cruising, c'est une pratique sexuelle chez les homosexuels qui consiste à avoir des rapports sexuels dehors. Je crois que je vais y avoir beaucoup de bip dans cette vidéo parce que je crois que YouTube il aime pas trop ce genre de mots. J'en sais rien en fait. Et il y a encore eu Iconic in Loving Memory of My Sugar Daddy. J'adore. Donc en l'amour de la mémoire de mon Sugar Daddy. Moi, je sais pas si c'est une bonne traduction. Mais vous avez capté quoi. Et donc, tout leur design, tout leur univers, il est très inspiré de l'univers techno de Berlin, bien évidemment. Mais aussi du clubbing, de la rave et tout ça mêlé avec un petit soupçon de motocross. Alors, cette collection-là, elle est en collaboration avec Ed Hardy. Ed Hardy, iconique. Je trouve ça affreux, mais iconique par rapport à... Bon, peut-être pas l'histoire de la mode quand même, on va pas abuser, mais... Iconique. Donc, c'est une marque qui a été créée par Christian Audigier, un Français, Cocorico. En 2004, c'est aussi le créateur de Von Dutch, vous savez les casquettes avec écrit Von Dutch. Et donc Christian Audigier, il crée en 2004 Ed Hardy, une marque de vêtements, mais Ed Hardy c'est aussi le nom d'un artiste tatoueur. Vous me suivez? La marque est présentée comme étant une inspiration de Ed Hardy, mais je vois pas en quoi c'est une inspiration à partir du moment où Christian Audigier s'est contenté d'acheter les droits des dessins de Ed Hardy pour les floquer sur des fringues. Pour moi, c'est pas de l'inspiration, ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, Ed Hardy et
un célèbre tatoueur qui a l'initiative d'une esthétique de tatouage bien particulière, c'est-à-dire qu'il a mixé un style de tatouage classique américain du XXe siècle, qui reprend donc des graphismes tels que les têtes de mort, les drapeaux, les pin-up, les ancres, les crânes, les roses, tout ça, qu'il a mixé avec une tradition artistique et picturale japonaise qui s'appelle l'ukiyo-e, qui date principalement de la période entre le XVIIe et le XIXe siècle, et qui donc développe et exploite des graphismes autour des sumos, de la nature, des créatures fantastiques et de l'érotisme. Et donc toute cette iconographie que Ed Hardy a développée avec Christian Andigier, on la retrouve dans cette collection, donc avec des graphismes qui sont parfois brodés, parfois imprimés et parfois floqués. Donc on y est complètement. La marque de Christian Andigier, elle est vraiment importante pour les années 2000 parce qu'elle fait partie de l'iconographie d'une tendance qu'on appelle Y2K, qui signifie Year 2000, donc les années 2000. Donc le style est Y2K, en français c'est horrible, Y2K, donc caractérise la mode de la fin des années 90 et du début des années 2000. Les vêtements sont moulants, on a des imprimés animaux, on a des mini-jupes, des robes, des pantalons taille basse, des crop tops, des strings qui dépassent, beaucoup de jeans. Tout est hyper criard et tape à l'œil. Les accessoires tels que les sacs à main, les ceintures, les boucles d'oreilles, les lunettes sont surdimensionnés et presque bling bling. On a du strass en veux-tu en voilà. Le streetwear, il est vraiment plus que présent et de fait, les années 2000, c'est une période qui est assez bancale dans l'histoire des tendances parce que c'est une période qui est assez décriée dans le sens où c'était vraiment le bordel quoi, c'était la cacophonie. Hey ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. Enfin, les gens superposaient leurs robes, leurs jupes par-dessus leurs jeans. Enfin, vous voyez ce genre de truc quoi. C'était un peu genre la décadence. Moi je trouve ça génial parce que c'est vraiment une période importante et c'est une période qui a initié beaucoup de choses en termes de liberté de code vestimentaire quand même. Donc c'est cool. Il en faut des périodes comme ça. C'est la cacophonie quoi. Il y a aussi toutes ces célébrités qui ont fait l'actualité médiatique à cette époque comme Britney Spears, Justin Timberlake, le couple Beckham, Madonna, Eminem, les Pussycat Dolls, Nicole Richie, Paris Hilton et bien d'autres. Et toutes ces personnes, elles incarnent complètement cette affaire de tendance Y2K. Et tout ce vestiaire porté par cet horizon médiatique, on le retrouve complètement dans la collection, donc avec les jeans, les crop tops, les casquettes ornées, Ed Hardy bien évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure, les strass, le taille basse, le string qui dépasse, le crop top, vraiment tout y est dans cette collection. Et l'an 2000 c'est aussi un moment très important pour Internet, parce qu'à l'origine Y2K c'est pour désigner un bug qu'il y a eu par rapport à Internet, dont je ne ferai pas d'explication ici parce que j'ai la flemme et ce n'est pas le sujet, mais en tout cas c'est très important. Non en vrai je peux dire quelques mots quand même, parce que c'est cool pour la culture générale. En fait, il y a eu de 1999 à 2000, il y a eu un bug dans la conception des ordinateurs parce que, en gros, le système de calcul n'avait pas été pensé pour qu'il passe à 2000. Donc, après 1999, les ordinateurs étaient prévus pour repartir à zéro en fait, parce qu'ils n'étaient pas faits pour dépasser cette date. Et donc, du coup, il a fallu traiter ce bug pour que l'ordinateur puisse comprendre qu'on passe à 2000 et qu'on ne retourne pas à zéro. Et ça a débloqué plein de choses par la suite dans les systèmes informatiques. Donc, de fait, dans les années 2000, Internet explose entre guillemets, dans le sens où tout le monde y a de plus en plus accès. Les premiers réseaux sociaux arrivent, la télé-réalité fait ses premiers pas à la télévision, Google Images fait son apparition, c'est l'essor des paparazzi prêts à tout pour capter les moindres faits et gestes des célébrités. Et donc tout cet essor de l'image et de sa diffusion va avoir un impact énorme sur le concept de la star et de l'idée de la fame. Parce que les années 2000, c'est vraiment une année qui est marquée par l'esthétique des tabloïds, de la diffusion mondiale de l'image des stars, des ragots. Moi, tout de suite, je pense à des magazines qui vont certainement vous parler, tels que People, Voici, Public, Closer et tous ces chiffons médiatiques qui sont de la presse à scandale finalement. Et ce qu'on en retient, c'est qu'au final, c'est une période qui est assez chaotique et presque malsaine en fait. Malsaine dans ce rapport à l'image des stars, un rapport qui est presque pornographique.
quoi, finalement. Et donc à tout ça s'ajoutent les standards de l'apparence, la course à la maigreur excessive, la sexualisation et plein d'autres choses. Et cet accès aux moindres faits et gestes de ces stars fait quelque chose d'assez paradoxal, parce que tout le monde veut devenir une star. C'est vraiment la culture du people. Les stars, elles sont montrées dans tous leurs états, notamment dans leurs débordements liés à la drogue, à la minceur et tutti quanti. Je pense à Amy Winehouse, Britney Spears, Kate Moss, catastrophe. Catamos. C'est pour ça qu'on retrouve des slogans sur la collection comme Too Pretty for Rehab, donc trop belle pour la désintox. Moi je pense tout de suite à Britney Spears. Fame Kills, Amy Winehouse, Michael Jackson. Dans notre paysage français, il y a des personnes comme Loana par exemple, qui a vraiment été détruite par la télé-réalité. On a aussi Fashion Faux Pas, une période où la mode explose et tout tourne de l'apparence et du vêtement et du jugement et de comment on apparaît. Et bien évidemment Fashion Junkie, qui reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'obsession pour la mode, quoi. Et donc cette collection, elle parle bien d'un paradoxe. C'est ce besoin viscéral d'exposition, ce besoin de devenir star, surtout aujourd'hui où l'accès est simplifié notamment avec les réseaux sociaux, alors que nous-mêmes nous faisons de ces stars des victimes de leur succès. Il y a à la fois une fascination pour l'ascension, mais un besoin infondé de détruire le succès de l'autre. Et donc toute cette collection qui repose sur l'image des célébrités et le rapport qu'on a dans les années 2000, elle fait vraiment sens par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et je crois que l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire que aujourd'hui on est en 2024 et que les années 2000 c'est donc à 24 ans et qu'en fait 24 ans après, on en est toujours là, toujours à traiter des mêmes sujets et toujours à se battre sur les mêmes problématiques, notamment celle qui est de la maigreur, qui vraiment s'incarne pleinement avec ce scandale de l'Ozempic, quoi. Alors qu'on se bat aujourd'hui pour intégrer des modèles dits plus size sur les podiums. Il y en a d'ailleurs notamment dans cette collection, et moi je trouve que ça fait encore beaucoup plus sens de confronter justement ce t-shirt avec des modèles plus size qui passent à côté. Moi je trouve que cette collection elle est très intéressante parce qu'elle est vraiment engagée et elle montre que au final on n'a pas vraiment avancé. Je trouve que ça fait vraiment écho aussi à ce qu'on vit en ce moment politiquement. Moi j'ai vraiment ce truc de me dire en fait on est en 2024 mais il n'y a rien qui avance, quoi. On se bat toujours pour les mêmes choses. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui est donnée dans l'explication de la collection que je vais lire pour clôturer cette vidéo. Nous vénérons la diva et fuyons la prostituée car les feux de la rampe usent inévitablement sa décadence jusqu'à la décrépitude. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez et suivez-moi sur Instagram pour avoir de l'actualité en retard, toujours, Light Fashion on n'oublie pas, mais au quotidien. Bisous hein.